Bonjour à vous tous pour ce nouveau numéro donc de 300 millions de critiques qui, vous le savez, est la meilleure émission culturelle consacrée à l'espace francophone. Un petit compliment qu'on s'adresse, c'est en même temps un sourire que je vous adresse et nous sommes avec Jacques Attali. Jacques Attali, bonjour. Inutile de vous présenter. 90 livres, 8 millions de lecteurs, conseiller de François Mitterrand. Cette grande arche, vous la connaissez, puisque vous n'êtes pas totalement insensible au début de ce projet. Vous êtes le président d'une ONG qui est maintenant célèbre, qui s'appelle Positive Planète. Et alors surtout, ce qui est surprenant, c'est que vous allez faire, enfin plutôt, vous allez organiser parallèlement au Festival de Cannes, un festival de cinéma. Il s'agit de quoi exactement? Eh bien, la fondation, qui s'appelle Fondation Positive Planète, organise depuis 3 ans maintenant à Cannes un festival du cinéma positif parce que nous travaillons dans l'intérêt des générations suivantes, dans toutes les dimensions de la façon de s'adresser aux générations suivantes. Et le cinéma a une dimension positive dans la mesure où certains films sont des lanceurs d'alerte qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Et depuis 3 ans, sous les auspices du festival, à l'intérieur du festival, nous organisons en effet un festival avec un jury, des films sélectionnés, une remise de prix qui aura lieu le 14 mai au cours du dîner, qui est un dîner de charité pour la Fondation Positive Planète, pour nos projets qui sont essentiellement dans l'espace francophone. Donc en fait, on est dans Cannes et ça fonctionne un peu comme Cannes. Quelle est la nécessité, quand on préside cette ONG, d'aller vers le cinéma? Premièrement, la nécessité, c'était de faire un dîner de fundraising à Cannes, parce que là, il y a beaucoup d'argent, et chaque année, depuis 7 ans, nous faisions un dîner de fundraising comme le fait l'AMFAR, la grande organisation américaine. Mais nous avons pensé que c'était un peu idiot de faire seulement un dîner sans relation avec Cannes, et on a lancé ce concept de cinéma positif, parce que l'important, c'est que tout le monde pense aux générations futures, et que le cinéma lui-même soit lanceur d'alerte, que les films permettent de parler des enjeux que nous traitons dans la Fondation, les enjeux du climat, les enjeux de la pauvreté, les enjeux d'aider les gens en difficulté à créer leur entreprise, qui est notre propre activité. Nous avons formé aider, conseiller plus de 30 millions de personnes depuis 20 ans que cette fondation existe. Et le cinéma est une façon aussi de parler à ces gens-là. Vous trouvez sur le marché international du cinéma des films qui correspondent, dire, à l'angle, à l'objectif que vous donnez? Il y a même des films très anciens. Il y a 2 ans, nous avons consacré une décoration d'honneur à Charlie Chaplin pour Le Dictateur. L'année dernière, à Costa Gavras pour Z. Cette année, ça sera quelqu'un d'autre, une surprise. Et nous trouvons tant dans le cinéma existant que dans les films de l'année, vous verrez ce qui sera dans le palmarès, des films formidables qui sont des films lanceurs d'alerte. Il y en a de plus en plus, on peut dire même de plus en plus. Le cinéma, en dehors de la comédie pure et simple, mais doit quand même chercher à donner du sens. Et même dans la comédie pure et simple, si vous prenez un film comme Mr. Smith au Semas, c'est à la fois une comédie extraordinaire, mais c'est un film lanceur d'alerte sur la corruption dans la société américaine. Merci mille fois, Jacques Attali, d'être venu. Voici le sommaire de l'émission. 300 millions de critiques. Bonne journée à vous. Bonne journée. Les nouveaux canaux de diffusion sur Internet donnent une nouvelle dimension à l'auto-édition et nous allons faire un tour d'horizon de ce phénomène en pleine expansion. Fantastique, horreur, anticipation sont des genres dans lesquels les réalisateurs francophones n'hésitent plus à se lancer avec un certain succès. Frémissons ensemble est un des mots d'ordre de cette émission. Pour les musées aussi, il y a les stars et les seconds rôles. Comment les musées les moins en vue se débrouillent-ils pour ne pas rester des figurants? Nous en parlons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous fera faire un tour du monde de l'actualité culturelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Avec les chroniqueurs que vous préférez, mon cher Amobé Mévéguier de TV5 Monde, bonjour, vous êtes magnifique. Chapeau bas. Voilà, des chaussures bleues électriques, un peu comme votre voisine Pascal Bourgault, chaussée elle aussi dans l'électrique, le bleu acier. Pascal, bonjour. Bonjour mon cher Vous Guillaume. représentez la RTBF. Col chic dans les prés, elle est là, elle est avec nous. Bonjour Laura. Comptez bien vous inspirer. Vous êtes magnifique. Je tiens à vous le dire, vous êtes magnifique. Merci. Estelle, bonjour. Estelle Bonjour. Martin. Michel Ceruti, bonjour, la Suisse. Hello, Et ma Guillaume. chère Catherine, quel bonheur de vous retrouver. Bonjour. Comme chaque semaine en ce moment, donc Radio-Canada. Le web et l'univers 2.0 donnent à l'auto-édition une nouvelle dimension. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? Vous pouvez deviner. C'est un auteur qui prend en charge, d'abord il écrit son livre, évidemment. Il prend en charge le financement de l'édition de ses ouvrages sans passer par l'intermédiaire traditionnel, à savoir une maison d'édition. Une recette qui parfois, et c'est ce qui est nouveau, parce que ça existe, les éditions à compte d'auteur depuis très très longtemps, conduit à un succès inattendu. C'est le cas de celle que nous avons rencontrée et qui a été d'ailleurs interviewée par nos confrères de France 2 et qui connaît ce succès. Elle s'appelle Aurélie Valogne. Nous l'écoutons et nous en parlons. C'est sa première apparition ce soir à la télévision. Et pourtant, Aurélie Valogne a déjà séduit plus de 3 millions de lecteurs.
Alors, le petit premier, Mémé dans les orties, En voiture Simone, mon 3e roman, Minute Papillon, et mon 4e roman, le tout dernier, Au petit bonheur la chance. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Depuis 4 ans, elle dédicace autant que Marc Lévy ou Fred Vargas. Merci à vous, merci d'être venu. Franchement, j'adore et je continue d'adorer. Même si j'ai pleuré comme une madeleine, forcément, je sais que quand même, je me sentais bien. Sans pouvoir l'expliquer, ça s'était bien terminé. C'est ce qu'on appelle des feel-good romans. Feel Good Roman, c'est un roman qui fait se sentir mieux après. Une histoire qui se termine bien, qui te fait du bien, et c'est ce que je disais, un petit bonbon pour adultes, un conte pour adultes, qui nous soigne. Écrire un livre, c'était le rêve de petite fille d'Aurélie. Mais la vie la pousse vers une carrière commerciale. Un peu ennuyeuse. Il y a 4 ans, son mari est muté en Italie. Elle démissionne et le suit. Changement de vie. Aurélie a quelques mois devant elle. Alors elle s'installe tous les jours dans ce café à Milan. Elle consulte des tutos pour apprendre à construire un roman. Donc c'est cette tension qui va amener à ce point de climax. Mémé dans les orties, c'est parti. Et en 4 mois, elle écrit son premier roman, trouve l'idée d'une couverture Vichy et publie toute seule sur Internet son manuscrit. Succès numérique, elle l'envoie donc aux éditeurs et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, Aurélie vit toujours à Milan. On ne vous reconnaît pas dans la rue, hein, en Italie? Non, mais on ne me reconnaît pas dans la rue en France. Ah bon? Non, non, on ne me reconnaît pas du tout et c'est très bien comme ça. Dans cette pâtisserie italienne, elle prépare en ce moment son prochain roman. Avant d'ouvrir l'ordinateur, elle pose tout à la main dans ses carnets. La préparation peut prendre quasiment 2-3 mois. L'écriture, 3 semaines. Et alors là, c'est mon 4e roman qui prend forme. Les prénoms, les différentes scènes que je veux absolument voir, les titres potentiels pour le roman. Et après, des fiches personnages. Donc Karine, c'est qui? Karine, c'est une chieuse. Karine, c'est un petit chef, etc. Et la fin. J'ai déjà la fin du livre avant d'avoir commencé à l'écrire. Laissons-la tranquille. Il lui reste maintenant à écrire tout un roman. Voilà, succès d'Aurélie Vallogne et de cette auto-édition, donc qui devient finalement de l'édition, puisqu'elle est récupérée par les grands groupes, qu'elle vend des dizaines de milliers d'ouvrages. Alors d'abord, on va commencer par vous, ma chère Laura. Est-ce que ce phénomène de l'auto-édition est pris en compte par le web, puisqu'il vient du web? Oui, ça existait, mais c'était plutôt rare comme phénomène. Et avec le web, ça s'est totalement démocratisé au moment de la bulle Internet et des années 2000. Un des premiers sites, c'était Publibook. À l'époque, l'idée, c'était pas de mettre en ligne des e-books, ce qui est le cas aujourd'hui, que vous pouvez lire sur des liseuses. C'était vraiment de pouvoir les imprimer, de les offrir à vos amis et d'espérer un grand succès. Depuis, ça a changé, puisqu'on peut publier à la fois des livres en format numérique et des livres en format papier. Et ceux qui sont en format numérique peuvent presque rien vous coûter, puisque c'est la plateforme en question qui va prendre un pourcentage sur les ventes que vous allez réaliser. C'est le cas d'Amazon. Après, vous avez différentes formules. Si vous êtes très bon écrivain, vous n'avez besoin de personne, vous éditez librement. Si vous êtes moins bon... Il y a même des concours d'ailleurs qui existent. Il y a des concours en partenariat avec TV5 Monde. C'est le cas en ce moment, et c'est Bernard Werber qui est le parrain de ce concours. Certains auteurs, c'était le cas d'une auteure qui a eu le prix Renaudot en 2017, qui avait d'abord été publié sur la plateforme d'Amazon. Donc voilà, c'est bien parce que ça permet de démocratiser totalement l'édition. Je ne suis pas sûre que ça rivalise complètement avec les maisons d'édition traditionnelles. Et là, évidemment... Mais ça, c'était les éditions à compte d'auteur qui existaient avant, Exactement. où des gens qui n'accédaient pas aux maisons d'édition, Gallimard, Grasset, finalement, s'offraient un livre ou se faisaient écrire un livre. Mais ces plateformes web sont présentes maintenant dans tous les salons du livre. Alors, question à vous tous. Est-ce que, d'abord, vous y croyez ou est-ce que ça existe chez vous? Par exemple, est-ce que ça existe, Catherine, au Québec? Oui, mais ça reste encore marginal. Pourtant, au Québec, plus de 90% des manuscrits sont refusés par les maisons d'édition traditionnelles. Je crois que ça doit être à peu près pareil en France. Probablement qu'on doit être dans les mêmes chiffres. Et pourtant, les livres auto-édités représentent à peine 9% de l'ensemble des titres publiés, tout style, toute maison d'édition confondue. Mais il y a certains exemples assez intéressants, notamment celui d'une auteure qui s'appelle Stéphanie Leduc, qui fait à la fois des livres pour enfants et de la bande dessinée érotique. Et c'est dans le cas de ces
ses bandes dessinées érotiques, elle a eu plus de mal à trouver un éditeur traditionnel. Alors elle s'est tournée vers l'auto-édition. Au départ, pour contrer la question des droits d'auteur, parce que dans la plupart des cas de ces plateformes d'auto-édition comme Amazon, Lulu.com, etc., on est propriétaire de nos droits. Elle n'a aucun rapport avec les pourcentages que vous donnez dans les émissions traditionnelles. Et elle tenait à rester propriétaire de ses droits d'auteur, donc elle s'est lancée dans cette formule-là. Et on le sait, il y a des histoires d'horreur au Québec avec des personnages qui ont été volés à leurs créateurs. Les grands auteurs, pardonnez-moi, les grands auteurs québécois, ils sont tous dans les maisons d'édition traditionnelles. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu le même phénomène en France. Et il n'y a pas eu encore au Québec de découverte comme ça, parce que ça peut servir aussi de pépinière, de vivier pour les éditeurs traditionnels, de dénicher comme ça des perles, des auteurs. Ou des gens comme Aurélie Valognes qui rencontrent un succès considérable et qui viennent de l'auto-édition. Mais il n'y a pas encore d'histoire comme ça au Québec. Vous vouliez dire Estelle Martin. Vous parliez d'Aurélie Valognes, c'est vrai qu'on a vu émerger aussi une sorte de littérature. Là, c'est vraiment une littérature qui veut faire du bien. Elle parle de bonbons. On sent que c'est vraiment pour un public très précis. Et c'est vrai que je pense que sur les plateformes, il y a vraiment ce genre de littérature de niche qui a un certain succès. Alors, avec des livres qui coûtent moins de 4 €. Là, j'ai rencontré, moi, au Salon du Livre, parce que j'y étais pour le lancement de Plume francophone. Donc, on sent qu'il y a une vraie demande des auteurs en devenir. Donc, pour en venir à cette littérature de niche, j'ai rencontré Lani Agnel. Elle fait vraiment de la littérature romantique à l'époque victorienne. Donc, on sent que c'est hyper pointu. Mais elle a des lecteurs, elle vend 3000 livres, on pourrait se dire, alors 3000 vues, je ne sais pas comment. Vous savez, dans le domaine du roman, même chez les éditeurs classiques, c'est la performance aujourd'hui. Et là, nous, on était là pour le coup d'envoi, parce que j'ai la chance d'être jurée pour les plumes francophones. Et il y avait quand même beaucoup de monde qui venait écouter. Et c'est vrai que c'est une chance. Moi, ça me fait penser à la même chose que la musique. C'est-à-dire que la musique, aujourd'hui, avec les plateformes, n'importe qui dans sa petite chambre peut espérer, comme petit biscuit, de devenir une star. Là, il y a des auteurs qui espèrent devenir des stars grâce à des concours comme les plumes francophones. Et ce qui fonctionne, là, 55 pays ont participé, enfin des représentants de 55 pays, et je pense au continent africain, où là, pour se faire éditer, c'est pas toujours évident. Donc c'est quand même aussi une chance pour des auteurs en devenir de participer à de tels concours. Votre guépard a eu la rougeole? C'est ça. C'est pour ça que vous me regardez avec ce petit sourire narquois depuis tout à l'heure. C'est les maladies particulières, c'est magnifique. J'adore ces imprimés. Michel. Bon, le grand succès de l'auto-édition, c'est 50 nuances de gris, 125 millions d'exemplaires vendus. Ça, c'est vraiment le truc d'école. Il faut savoir qu'il était passé, l'auteur était passé par les éditeurs traditionnels, ça a été refusé. J'en connais qui doivent se mordre les doigts aujourd'hui. Enfin bref. En Suisse, James. en Suisse, certainement le plus connu, c'est Nicolas Feutz, F-E-U-Z, qui est un auteur de polar, qui est procureur dans la vraie vie, dans le canton de Neuchâtel, et qui écrit des polars avec un certain succès. Il a vraiment une vraie crédibilité, un certain renom dans le domaine du polar. Il s'auto-édite. Au début, il l'a fait parce que personne ne voulait l'éditer. Maintenant, évidemment, avec le succès qu'il a, et en plus, il a reçu quelques prix, on vient le démarcher, mais il dit finalement, j'ai acquis l'expérience de l'auto-édition qui n'est pas simple. Parce qu'une autre auteure, par exemple, Christine Lay, qui s'est auto-éditée, qui témoigne, expliquait que c'était quand même pas simple d'être auteur, puis en même temps éditeur, puis diffuseur, et puis faire son marketing, même si on a 5000 amis sur Facebook. Entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils se décrivent souvent. Et c'est pas simple de faire le boulot d'entrepreneur derrière, ils s'en rendent bien compte. Mais Feutz, évidemment, quand on acquiert une certaine notoriété, un certain succès, comme Nicolas Feutz peut l'avoir aujourd'hui, évidemment, les choses sont beaucoup plus faciles. Il y a déjà un lectorat, il sait comment ça marche, donc il peut commencer à dicter un petit peu les règles et dire que si maintenant on vient le chercher, c'est ce que font souvent les auteurs auto-édités qui commencent à avoir du succès, on va pouvoir sérieusement négocier les droits d'auteur et les droits sur l'œuvre, ce qu'ils ne peuvent pas au départ. Donc si ça marche, c'est vrai que ça leur permet ça, c'est quand même souvent ça un petit peu aussi. Étant dit, dans ce qu'on appelle l'édition traditionnelle, la grande édition classique, quand vous avez des auteurs qui arrivent à 20%, ça a été le cas pendant des années de Jean d'Ormesson, c'était une exception absolue. En général, c'est plutôt 7, 8, 10... 4 et 8, voilà. Les plateformes, c'est 70%. Vous vouliez dire, mademoiselle... C'est juste pour terminer, c'est 70%. Par contre, c'est 70% ou 70% pour les auteurs auto-édités. Alors la Belgique, et la Wallonie en particulier, a inventé un système pour faciliter la vie à vos auteurs suisses, français, du monde entier. Non mais vraiment. Merci la Belgique. C'est un petit imprimeur de Strépy-Bracqueny, près de la Louvière, qui est un imprimeur traditionnel. D'ailleurs, son initiative s'appelle Le Livre en papier. Et il propose d'éditer en papier gratuitement
Mais non. Si, gratuitement. Si. Donc il édite, il accompagne les auteurs pour les mettre en forme, il les aide pour faire effectivement à la fois la couverture, la mise en page forcément et le marketing. Et donc ils le mettent en vente, mais en papier, sur leur site internet. Et donc ils aident au marketing et ils fixent le prix et ils se remboursent sur les ventes. Alors ce ne sont pas des éditeurs puisque les auteurs, comme vous l'avez très bien expliqué, gardent les droits, il n'y a pas d'exclusivité. Si jamais un auteur, il y avait une pépite qui était découverte, eh ben, il peut toujours re-signer après avec une autre maison d'édition, une vraie maison d'édition, disons. Et donc voilà, et ça marche parce que le marché est mondial. Les auteurs du monde entier peuvent s'adresser évidemment à cet imprimeur. Et les acheteurs sont également dans le monde. Et alors, à l'intérieur de cette plateforme, il y a un peu une collection qui s'est créée, qui s'appelle la collection Pangolin, et qui a vocation de publier des œuvres francophones d'auteurs africains ou d'exilés de l'Afrique subsaharienne et qui ont envie de se publier. Donc, il y a eu, par exemple, 15 poétesses congolaises qui ont trouvé... Avec votre permission, interjecter auprès de la Belgique, qu'on s'entende. Je vous attends. Attendez-moi, mais vous connaissez l'adage, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Je suis quand même un peu sceptique. Lorsque on écoute, dit, si ça marche, apparemment ça marche. Il y a un vice caché. En tout cas, l'auto-édition pour l'Afrique francophone ou les pays d'expression francophone, c'est une chance. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui n'arrivaient pas à trouver de la visibilité et l'auto-édition apparaît comme une opportunité pour eux d'exister. Il y a quand même une perversion du système où effectivement on voit que les gros qui existent déjà sur le marché traditionnel de l'édition créent eux-mêmes leur plateforme de distribution. Donc c'est un peu le hic que moi j'entrevois dans cette substance. Oui, la Suisse. Non, simplement. Puis un des dangers dont beaucoup d'auteurs auto-édités parlent aujourd'hui, c'est-à-dire, il disait, il y a 10 ans, quand on commençait à s'auto-éditer, il y avait relativement peu de livres qui sortaient de cette manière-là, donc il pouvait y avoir une certaine visibilité. Aujourd'hui, il y a une passion de l'écriture. De toute façon, dans tous les pays, il y a énormément de gens qui écrivent leur journal, des petits romans, des poèmes, etc., et qui, évidemment, sont souvent dans un délire. À partir du moment où j'écris, ça a un intérêt. S'ils envoient ça aux maisons d'édition et on leur renvoie avec un mot ou même pas de mot du tout. Donc là, il y a un marché. Et donc le marché existant, la qualité peut-être s'améliorer. Mais en tout cas, pour l'instant, en France, à part quelques succès grand public dont on a parlé, les grands auteurs et l'auto-édition, c'est zéro. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'exemple connu. Deuxième sujet, c'est le sujet du succès phénoménal dans le monde entier du film de genre. On a parlé par exemple de Grave, et c'est l'histoire d'une jeune femme devenant cannibale qui a été réalisée par la Française Julia de Cournot, au récent Dans la brume, donc du réalisateur québécois Daniel Roby, qui met en scène donc Romain Duris avec la sublime Olga Kurilenko. Alors, ces films de genre qui abordent, vous savez, le fantastique, l'horreur, l'anticipation, font des recettes considérables. Et nous allons voir pourquoi finalement les francophones qui ont longtemps été derrière les Américains, se jettent aussi dans ces registres qui sont assez codifiés. Voici la bande-annonce de Dans la brume. Salut papa. J'ai hâte de te voir en vrai. J'arrive, mon cœur. Salut. Ça va? Ouais. Eh ben, c'était long. Comment tu vas? Ça va. J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole, ultra prometteur. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu? On a réussi à la sortir de l'hôpital. Elle a une fille maintenant. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa, c'était quoi? C'était un tremblement de terre? Et la batterie après le relais? Ouais. J'arrive dans 2 minutes. Sarah, réponds-moi! Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle? Non, vous inquiétez pas. Ça n'a pas l'air de monter jusqu'ici. Il y en a partout. C'est à perte de vue. Il y a des secours? Non, j'ai rien vu. Il me reste 4 barres de batterie. Et la fumée se dissipe pas. Elle passe pas la nuit. La brume. Elle monte. Ça ira pas mieux. Ça va ne faire qu'empirer. Tu te rends pas compte de comment c'est dehors? Je pense que les 2 tiers de la population parisienne y sont passés d'un coup. Et si c'est pareil ailleurs?
spéciales qui permettent aux patients de se déplacer. Et à partir de là, tout est possible. Il n'y en a pas assez pour qu'on rentre tous les deux. Alors, le film de genre, tout le monde connaît, western, polar, etc., plutôt que le film d'auteur qui est extérieur au genre, ou même des auteurs qui font des films de genre. Là, la grande question, c'est pourquoi les francophones ou les autres qui n'ont jamais été sur ce terrain-là, ou peu sur ce terrain-là, y vont maintenant. Oui, Estelle. on a quand même été les précurseurs en France. Enfin, je ne voudrais pas me la ramener, mais avec Méliès. Avec Méliès, il a inventé le cinéma fantastique. Ah oui, quand même. Méliès. Méliès, oui, Méliès. C'était votre mais époque. déjà que dans les précédentes émissions à Mauvais, Non, mais voilà, après, il faut qu'on retrouve nos lettres de noblesse. Je ne sais pas si on peut dire ça pour le film d'horreur. Non, mais c'est vrai qu'après, on a un petit peu... c'est vrai que les Français, parfois, n'avaient pas peut-être le budget aussi pour être à la hauteur, même s'il y a eu... Les films d'horreur fonctionnent aussi beaucoup, les films d'horreur de série Z ou série BZ, enfin, etc. etc. Il y a quelques Français qui sont allés tenter leur chance, comme le fils d'Arcadie, Alexander Aja, qui a refait, qui a fait un remake de La colline à des yeux, donc de Wes Craven. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit... Oui, il est parti et il arrive là-bas à faire des films de genre. Donc quand même, les Français, les réalisateurs français, on existe. Et moi, ce qui me frappe, c'est que maintenant, ce sont les réalisatrices. Vous parliez de Grave, donc qui est vraiment un film de genre qui a eu un succès international. Là, il y a Revenge aussi, avec mon magnifique accent anglais, qui est d'une charmante jeune fille qui s'appelle Coralie Farja. Et alors, elle a vraiment fait un film de genre avec une jeune femme sublime qui est laissée pour morte après avoir été violée. Et là, elle se venge, mais c'est cataclysmique. Alors là, c'est le meilleur film de genre que l'on puisse voir. Elle se venge de ses agresseurs, évidemment. Tout ça en bikini, mais je vous assure que c'est excellent. Donc voilà. Et Claire Denis, souvenez-vous, Trouble Every Day avec Béatrice Dalle, qui mangeait ses amants. Et là, effectivement, elle va aussi faire un film de genre, mais là plutôt fantastique, High Life, avec Juliette Binoche et Robert C'est-à-dire que le grand avantage... On revient. Mais le grand avantage du système, quand vous êtes dans la promotion et que vous êtes des jeunes auteurs, c'est qu'il faut vous présenter comme auteur, après il faut raconter et pitcher l'histoire du film, présenter le casting, etc. Là, vous arrivez, vous dites c'est un film d'horreur et il y a de la baston, déjà vous simplifiez considérablement la communication et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, parce qu'on peut faire des films d'auteurs dans des registres codifiés, John Ford et le western, c'est le mélange des deux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, on gagne un temps considérable. Est-ce que ça existe en Suisse, par exemple ? Ah, le cinéma fantastique en Suisse, alors je ne vais pas remonter aux origines, mais c'est vrai qu'il y a eu, pour parler de la partie historique, des films de ce genre-là, fantastique, au tout début du XXe siècle, dont personne n'a jamais ou à peu près entendu parler, à part vraiment les cinéphiles. Donc, je ne vais pas vous les citer, mais j'ai vu effectivement que ça existait. C'est vrai que d'une manière générale, ça n'a pas vraiment existé. Il y a depuis, on va dire, une dizaine d'années maintenant, un certain nombre de films en Suisse qui se font de cinéma fantastique. Vous parlez du pitch du film que je n'ai pas vu tout à l'heure, mais qui me rappelle furieusement un film qui est sorti en 2012 en Suisse, qui s'intitule Senentunchi, en allemand, et qui raconte justement la vengeance d'une jeune femme violée à travers des poupées qui attaquent les agresseurs et transforment les 10 agresseurs en poupées de chair, enfin, par exemple. Mais on reste dans du... Évidemment, c'est difficile d'avoir des grands effets spéciaux parce que ça demande un budget qui est conséquent. Donc on reste dans quelque chose qui est plus de la magie, qui est plus d'une vie alternative ou d'une réalité alternative, ou voilà, qui est entre le monde du réel et puis un autre monde. Donc on n'est pas... C'est un peu le succès extraordinaire du film de Guillermo del Toro, hein, le Mexicain. La forme de l'eau, c'est qu'on est dans le film de genre fantastique qui a obtenu non seulement l'Oscar, mais en plus l'Oscar de la musique avec Alexandre Desplat. Un succès phénoménal pour un film, parce qu'on a toujours eu l'impression que les avatars et les autres qui fonctionnent sur des registres, qui sont des registres effectivement d'effets spéciaux, qui n'a coûté que 20 millions de dollars. On a l'impression, quand on voit La forme de l'eau, que c'est un film qui coûte 300 millions, pas du tout. Ça a coûté 10 fois moins cher que Valérian, 20 fois moins cher que Valérian. Mais parce qu'aujourd'hui aussi l'informatique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a à nouveau ce créneau qui est exploré, parce que ce créneau il existait, je veux juste dire ça aussi, qu'on le rappelle, il y a quand même pas mal de films en France, sans aller jusqu'à Méliès, qui ont exploré ça, que ce soit des films peut-être qu'on a oubliés, comme Traitement de choc, ou que ce soit La Jetée de Chris Marker, ou tous les films de Jeunet, Délicatessen, La Cité des enfants perdus, enfin on était dans ce genre-là déjà, c'est des films qui sont magnifiques, qui sont des vraies réussites, donc ça existe quelque part. Mais ça repose surtout sur un vrai scénario.
plus que sur les effets spéciaux qui sont extraordinaires. Et aujourd'hui, on réussit peut-être un peu plus à mélanger des scénarios qui peuvent être intéressants et une accessibilité à des effets spéciaux qui peut être... Qui sont nécessaires pour les... Enfin, je vais dire un truc qui va être très... Pour les gamins. Voilà. Oui, mais qui est aussi plus simple aujourd'hui parce que l'informatique est évidemment moins chère aujourd'hui ou plus accessible que ça n'était le cas il y a peut-être 20 ans. Et les francophones sont d'ailleurs très très forts, enfin québécois, etc., très très forts dans ce domaine-là. Oui, oui, tout à fait. Savez-vous quel genre de film a remporté le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto cet automne? Un film de zombies que j'ai adoré et vraiment, c'est pas du tout, je suis pas du tout le public cible. C'est un film fantastique qui s'appelle Les Affamés de Robin Aubert. Alors on suit une poignée de survivants. Les affamés, c'est bien. Pour les zombies, c'est bien les affamés. Les zombies sont affamés, assoiffés de sang et ils essayent de mordre les quelques survivants qui restent et qu'on suit comme ça. Ouais. Ça se passe dans la campagne profonde du Québec, dans un petit... C'est parodique ou réaliste? C'est-à-dire que les zombies ont une apparence totalement humaine. Ils ont juste l'air très fatigués de la vie. Un peu comme nous. Mais il n'y a pas de lambeaux, de chair qui pendouille. Là. On n'est pas là. Mais il y a quand même beaucoup de sang qui gicle, des plaies béantes. Je le regardais comme ça, mais en même temps plutôt réaliste. C'est ce que dit Robin Aubert, c'est que ça lui permet de faire une critique sociale. Par exemple, ces affamés, ces zombies ont cette pratique étrange. Ils accumulent des objets et ils forment des totems. Ils sont complètement fascinés. Donc on pense à cette société matérialiste. Voilà, on accumule des objets. Bon. C'est pour ça que ce plateau évite de tout. Nous luttons là contre. Mais c'est un film vraiment formidable avec une direction photo exceptionnel, un travail sur le son aussi. On retrouve beaucoup ça d'ailleurs dans les films de genre en général. Hein, on travaille beaucoup le son. Et ce film-là, Les Affamés, les droits ont été rachetés par Netflix et le PDG de Netflix parle de Robin Aubert comme l'une des voix les plus exceptionnelles du cinéma québécois. Encore un qui part. Denis Villeneuve, Dolan. Denis Villeneuve, évidemment. Et Romain Aubert. Il faut en parler. Denis Villeneuve, qui a été, voilà, on nous l'a piqué hein, du côté de Hollywood avec Arrival et puis Blade Runner, évidemment, et bientôt Dune. Et ce qui est intéressant, c'est que Denis Villeneuve dit que pour les Américains, il est perçu comme un réalisateur avec une touche européenne. Alors, on est vraiment dans le cas typique du Québécois qui est à la fois européen et nord-américain. Et dans le cas de Daniel Roby, qui a donc réalisé Dans la brume, lui dit le contraire, qu'on l'a choisi ou on le prend pour son côté nord-américain, justement. Alors, qui veut Pascal? Alors, en Belgique... il y a eu ça beaucoup. Ben oui, pays surréaliste par essence, on n'est jamais très loin du fantastique, il faut bien le reconnaître. Alors, ce n'est pas des réalisateurs très très connus. Le plus connu, sans doute, l'un des plus connus, c'est Fabrice Duwels. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Révélé en 2004 à Cannes avec Calvaire. Une histoire, bon, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est atroce. J'ai un peu du mal avec ce genre-là, les films de genre, parce que ça fait peur. Et donc, je suis là. Non, mais voilà, il faut entrer dans ce cinéma qui porte bien son nom. Et donc, révélé en 2004 à Cannes, à la Semaine de la Critique. Et puis alors, il a fait son petit parcours et son dernier film, c'est 2017, The Message of the King, qui a été diffusé sur Netflix. Apparemment, il se positionne dans ce domaine-là. Un gros budget quand même, $10 millions pour un petit réalisateur belge. Voilà. Alors, il y a plusieurs réalisateurs et le genre est tellement accepté, existe vraiment en Belgique, puisqu'il y a un festival. Pour la 36e année consécutive, le festival du film fantastique, 36 ans quand même, ça fait un paquet d'années, avec des invités de tous les côtés, et pour la 2e année consécutive, un marché. Parce que vous savez que c'est un marché très particulier, eh bien, c'est unique, il y a un marché dans le cadre de ce festival. Et alors l'invité d'honneur, c'est, vous l'avez dit, Guillermo del Toro, parce que quand même, c'est aussi un genre qui commence à faire son petit chemin. Et un Oscar pour un film fantastique, c'est pas chaque année. Donc voilà, donc la Belgique se positionne. Il y a une chose qui est d'ailleurs très symptomatique de ce succès, c'est quand vous allez sur la VOD. Alors évidemment, sur la VOD, si vous êtes très sophistiqué, vous avez toutes les plateformes, vous trouvez tout. Mais si vous allez, disons, sur les grands trucs de VOD, il n'y a que des films d'action
donc films de genre, que des polars, donc films de genre, que des films fantastiques, films de genre. Et ce qu'on appelle les films d'auteur, c'est 1 sur 20 des films qui sont proposés. À Maubé. En Afrique francophone, c'est vraiment, on va dire, le balbutiement de quelque chose. Ça va beaucoup plus loin dans la zone anglophone du continent, avec notamment le Nigeria, Nollywood, qui produit des choses. L'Afrique du Sud, qui est la deuxième puissance du continent en ces termes. Mais effectivement, le spectateur moyen est de plus en plus exigeant, parce qu'il y a tellement de séries avec des codes et des étalons qui mettent ça à un tel niveau qu'il faut quand même des moyens, sinon ça fait kitsch, ça fait ridicule. Donc il y a très très peu d'offensives du côté du fantastique sur le continent. Et puis ça demande aussi, mais ça c'est vrai pour tout le monde, une technicité considérable, parce qu'il y a peu de moyens, donc il faut être extrêmement créatif, récupérer les vieux décors, numériser tout ça, enfin bref. Laura, qu'est-ce qu'on raconte sur le web? Il y a une très forte communauté de fans de films de genre. Ah, évidemment. Mais c'est pas du tout la même chose. Par exemple, sur les comédies, on retrouve pas ça. C'est vraiment pour ce type de film que ça existe. Il y a un site qui s'appelle mauvaigenre.com sur lequel sont exposées les affiches, même les plus anciennes, où il y a la liste de tous les festivals. Donc on cite le festival qui a lieu à Bruxelles, mais aussi il y a un festival en juillet au Canada qui réunit plus de 130 000 personnes. Et il y en a un à Neuchâtel en Suisse. Enfin, il y en a à peu près partout dans le monde. Donc il y a ce calendrier détaillé. Et sur le site senscritique.com, il y a une journaliste qui s'est amusée à répertorier tous les films de science-fiction français depuis celui de Georges Méliès, et il y en a 122 au total. Et autour de ces communautés, il y a des forums, on discute, on se tient au courant, on échange des informations, on se vend même des objets, des produits dérivés de ces films, et ça discute énormément. C'est comme ça d'ailleurs que des carrières se lancent. Vous parliez tout à l'heure de ce jeune Québécois, on se souvient du Bal des Vampires de Polanski. Oui. Le Bal des Vampires, c'était un film de genre parodique. Bon, il avait fait des films avant, mais après il est devenu Roman Polanski en partant du succès mondial. Et après Rosemary's Baby. Oui, alors, c'est le film de genre, mais là... Oui. Spielberg aussi, avec Les Dents de la Mer. Et Les Dents de la Mer, exactement. C'est la même chose. Voici donc ce moment tant attendu toutes les semaines, qui est la caractéristique de 300 millions de critiques. C'est ce moment où nous faisons le tour du monde de l'actualité francophone. Le voici, c'est le ZAP. Miloš Forman. Un collectionneur de récompenses. Ici, son premier Oscar en 1976 pour l'un de ses films majeurs avec Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Paradoxalement, cet homme qui a tout gagné a envie ce soir à la masterclass qu'il va donner au BIF de plutôt parler de ses échecs. C'est important de parler de ça, surtout pour les jeunes réalisateurs ou les jeunes fans, parce qu'on vit dans une culture du succès. Or, je crois qu'un des meilleurs outils pour apprendre, ce sont vos échecs. Après 30 ans de bons et loyaux services, le CD marque le pas, et il lui a même fallu céder de la place à son ancêtre le vinyle, car la galette s'impose chez les distributeurs. Le vinyle est à la mode et les conventions de disques se multiplient. Si vous faites une fusion avec la musique classique, il serait bien que le monde occidental s'y retrouve. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais les dinosaures sont les ancêtres préhistoriques des oiseaux. Il est probable que leurs cris étaient ceux des oiseaux. C'est le plus gros concert en salle jamais organisé en Suisse, à Palexpo, plus connu pour le salon de l'auto que pour ses qualités acoustiques. Entre patin artistique et danse contemporaine, le patin libre a créé une nouvelle forme d'art. On se rendait compte qu'on avait un petit bijou là, avec cette idée d'un patinage plus contemporain, épuré, mais on savait qu'on pouvait aller plus loin. À l'image de son nom, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, fondé en 2006, rend un vibrant hommage à l'artiste concasseur. Non seulement il existe une multiplication de musées dans le monde, je vous l'ai dit à plusieurs émissions, lors de plusieurs émissions, mais il y a plus de musées qui se sont créés dans le monde entre 2000 et aujourd'hui en 18 ans que pendant tout le XXe siècle. Alors donc la question est fondamentale, notamment pour des musées qui ne sont pas des musées stars et qui soit sont des musées anciens modestes, soit qui sont des musées qui viennent de se créer. Comment faire pour trouver un public, pour concurrencer les grandes institutions, le Louvre, les Beaux-Arts de Québec ou encore le MAMCO de Genève, qui, eux, n'ont aucun problème pour drainer, par exemple, des milliers de visiteurs,
Le Louvre avec Delacroix, en ce moment, ça va être un tabac mondial. Mais il y a les plus petits qui sont obligés de trouver des stratégies ou de convaincre les artistes contemporains de venir les voir et de leur prêter des œuvres, de conceptualiser des expositions. Nous en parlerons justement avec un musée qui est très sympathique à Paris, qui est dans le Marais, qui est donc le musée de la chasse, qui a exposé Sophie Calle et qui maintenant consacre une exposition à Gérard Garouste. Voici quelques images. Voilà, Garouste au musée de la chasse, c'est une bonne idée, c'est une réussite. Garouste est dans la galerie Templon aussi, mais il est aussi aux Beaux-Arts, où il y a les grandes installations qui sont là. Ça vous a plu, Estelle? Oui, mais surtout, moi j'ai toujours été très surprise du succès de ce musée, parce que c'est quand même le musée de la chasse et de la nature. Et là, on se dit, mais comment font-ils pour attirer autant de personnes? Alors, effectivement, ils demandent à des pointures comme Garouste ou Sophie Calle de venir faire des expositions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils se prêtent au jeu. Là, Garouste, il a travaillé sur le thème de Diane Chasseresse. Et c'est tout l'intérêt de ce tout petit musée. C'est vraiment déjà, on est un peu comme à la maison, c'est un hôtel particulier. Alors à la maison, effectivement, avec beaucoup de, de trophées animaliers, évidemment. Mais, voilà, mais il n'empêche que c'est vraiment, et c'est ce que me disait Claude Dantonès, qui est le conservateur du musée, c'est vraiment avoir ce côté émotion, ce côté intimiste que n'ont pas les grands musées comme le Louvre, Pompidou. Donc il faut bien jouer sur cette différence de taille. Exactement, mais ils ont vraiment forcé le trait. Et comme il m'expliquait, souvent les artistes contemporains, eh bien, ils exposent dans ce genre de salle très blanche, très nue. Il y a vraiment, c'est un petit peu froid. Donc là, au contraire, il expliquait que c'était très facile pour lui de dire à des artistes, même aussi reconnus que Sophie Calle ou Garouste, de venir travailler dans ce petit lieu. Et alors aussi, il s'amuse aussi, il faut attirer la jeunesse, évidemment, parce que les jeunes, c'est-à-dire, il m'expliquait que la tranche de 25-40 ans, bon, ils ne sont pas hyper enthousiastes pour aller au musée. Donc ils font par exemple la fête de l'ours. Ça fonctionne très bien. C'est au moment de la fin de l'hibernation de l'ours. Il faut une énorme fête dans le parking du musée, de ce petit musée, qui est tout jaune et qui est rempli de trophées. Et c'est un carton énorme. Simplement, maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas être victime du succès. Ils sont passés de 70 000 visiteurs en 2007 à aujourd'hui 120 000. Et là, ils veulent arrêter. Mais quand je vois le nombre de personnes qui attendent pour visiter ce tout petit musée, en fait, la clé du succès, c'est vraiment de trouver son originalité. En tout cas, eux, ils l'ont trouvé. L'endroit est quand même assez extravagant. Oui. Je voulais signaler d'ailleurs, du côté de Dijon, il y a probablement le meilleur musée d'art contemporain de France, enfin l'un des meilleurs musées d'art contemporain de France, qui est le Consortium, qui est pas très loin de chez vous, puisque vous habitez aussi en Bourgogne, le Consortium à Dijon, où les plus grands artistes du monde entier ont exposé. Ils ont été voir donc là-bas, et c'est Xavier Duroux qui malheureusement nous a quittés et qui a dirigé ce musée pendant des années, et qui est une réussite mondiale pour un endroit qui est un peu perdu en Bourgogne. Et quelle est la recette en Suisse, par exemple? Est-ce que ça existe des petits endroits? Vous savez que la Suisse, c'est alors je le dis vraiment, enfin, sans aucune vergogne, mais enfin, c'est le champion du monde des musées. La Suisse, il y a 1100 musées pour un pays de 8 millions d'habitants, donc on a le plus grand nombre de musées par habitant au monde. Mais c'est délirant. En même temps, c'est délirant. Il y en a 1300 en France. Hein. Pour un pays de pratiquement 70 millions d'habitants, il y en a 1100 en Suisse. Donc il y a des grands musées. Ça fait mal. Pardon? Michel, ça fait mal ce que vous venez de dire. Non, mais en même temps, c'est pas une question que ça fait mal, parce qu'en même temps, on se demande, mais comment est-ce qu'autant de musées réussissent à vivre dans un si petit pays avec aussi peu de monde quand même? Parce que voilà, en plus, il n'y a pas non plus... Mais beaucoup de passages. 50... Oui, et encore. Mais je crois que ce qui fait la recette véritablement de ces musées, parce qu'évidemment, on parle de Beyeler, on parlait du Mamco tout à l'heure, on peut parler de la Fondation John Adams, mais encore la Fondation John Adams, d'une certaine manière, c'est un petit musée, en tout cas en termes d'espace, c'est vraiment pas grand. Ce qui fait véritablement la recette de ces petits musées, à mon avis, c'est un peu ce qu'expliquait Estelle, c'est-à-dire c'est les conservateurs ou les créateurs à l'origine qui sont souvent des gens qui ont un véritable sens de l'innovation, de l'événementiel, de la mise en place, qui n'hésitent pas à faire sortir, on va dire, l'aspect muséographique des sentiers battus. On peut penser à Jacques Hénard pour le musée d'ethnographie à Neuchâtel et à Genève. Il a vraiment révolutionné la façon d'exposer dans les musées d'ethnographie.
Janada, par un travail de mécénat, par un travail de dynamisme, entrepreneurial pratiquement, il a réussi aussi à créer énormément d'expositions et s'attirer du public et des médias. Mais c'est vraiment ça, il y a une innovation, il y a un dynamisme. Michel Thévoux pour la collection de l'art brut à Lausanne aussi, qui est devenu un incontournable. A priori, si on vous dit ça au départ, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont forcément investir là-dedans. Mais je crois que c'est ça. Puis au-delà de ça, après, il y a un véritable travail de réseautage à faire avec la région, avec les institutions locales, avec les politiques, pour véritablement ancrer le lieu sur place. Il y a aussi une chose très bête, mais c'est un certain respect du budget, c'est savoir combien on a de spectateurs, jusqu'où on peut aller, ce qu'il ne faut pas dépasser. Et puis si on réussit à être un bon gestionnaire et en même temps un bon créateur, un bon innovateur dynamique, je crois que c'est ce qui réussit aujourd'hui, en plus en travaillant sur la spécificité justement de ces petits musées comparés à ces gros mastodontes contre lesquels il est impossible de regarder. On ne rigote pas contre la Fondation Louis Vuitton ou contre le Louvre ou le MoMA à New York, c'est juste pas possible, ils sont trop grands. Donc il faut réussir à... Je sais pas, ensuite... Soit on est original, soit on attire des grands artistes qui le font parce qu'ils aiment l'endroit. Voilà. Je vais donner un exemple qui est célèbre dans le monde entier et qui pourtant est dans un petit bled qui lui-même est absolument magnifique, c'est la Fondation Mag. La Fondation Mag, c'est pas très grand, c'est juste une propriété où vous avez des milliers de visiteurs par an et où il y a eu les plus grandes expositions, parfois plus importantes que dans des musées qui eux-mêmes sont importants. Mais parce qu'historiquement aussi, ils ont été représentants d'artistes et ils ont eu ces artistes dans leur catalogue. C'est petit. Voilà, oui, c'est petit, mais ils étaient complètement, ils innervaient la création. Vous allez à Saint-Tropez, le musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, vous avez des tableaux faux, vous allez sur le port de Saint-Tropez, c'est le délire, les yachts, etc. Juste au bout du quai, vous allez au musée de l'Annonciade, vous avez des tableaux de Signac, des tableaux de Vuillard absolument extraordinaires dans un petit musée qui est contre l'église, qui est minuscule et qui est somptueux. Ça existe au Québec, ça ? Oui, c'est-à-dire que pour reprendre cette idée soulevée par Estelle de ce souci d'aller chercher un jeune public, parce que c'est un enjeu essentiel, il faut qu'il y ait une relève de la part des visiteurs, il y a une initiative assez semblable à celle de la fête de l'ours au musée de la chasse, j'adore ça d'ailleurs, à Rimouski, le musée régional de Rimouski, donc on est vraiment à l'extérieur des grands centres, et ce musée a formé un comité jeunesse et a demandé à des jeunes citoyens, donc impliqués déjà au départ dans leur communauté, de réfléchir à des idées pour attirer un plus jeune public au musée. Et ce qu'ils ont fait, entre autres, c'est organiser une fête, tout simplement, dans le musée, toute une nuit. Il y avait 200 personnes, de la musique, DJ, un bar, ils ont vraiment... Alors après, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance, non seulement à la région, c'est passé au lancement du Palais de Tokyo à Paris. Oui. Le lancement du Palais de Tokyo, le Palais de Tokyo n'était pas un musée... extraordinaire, et puis c'est devenu une sorte de club qui est devenu un musée, et puis finalement c'est devenu un grand musée. Et une autre initiative intéressante, c'est de multiplier les partenariats avec d'autres pays de la francophonie, et c'est ce qu'a fait le musée de Chicoutimi. Alors là aussi on est encore en région, un musée qui s'appelle la Pulperie, qui a négocié pendant 2 ans avec le musée de Louvain-la-Neuve, le musée Hergé en Belgique, et ce petit musée de la Pulperie va accueillir sans doute la plus grande exposition qu'ils auront jamais accueillie à partir du mois de juin sur Tintin. Et ils attendent pas moins de 50 000 visiteurs. Tintin, ça marche toujours. Ça marche toujours, voilà. Alors comment être créatif ? Voilà, il y a en France, par exemple, des musées inattendus. Vous avez à la piscine à Roubaix. On a réinstallé un musée dans une piscine, qui est un endroit extraordinaire, avec des sculptures au milieu de la piscine, et parfois des expositions complètement inattendues. Par exemple, le père de Robert de Niro, qui était un peintre des années 50, comme les célèbres qu'on connaît, c'est-à-dire Rothko, etc., qui appartenait en tout cas à cette même génération, a exposé à Roubaix. Donc Robert de Niro a été parrainé l'exposition de son père, qui s'appelait aussi Robert de Niro à Roubaix, donc la piscine de Roubaix a été envahie. Vous avez le musée Fabre à Montpellier, avec les œuvres formidables de Soulages. Enfin, vraiment, ce registre des musées, disons, de moyenne importance au départ, est extrêmement florissant. Est-ce que ça existe dans l'Afrique francophone à Maubé? Robert de Niro chez les Ch'tis, c'est pas mal quand même. Exactement. C'était énorme. Moi, c'est un regard attendri. Ça a été l'émeute. Absolument. Je porte un regard attendri sur ces petits musées qui essayent d'exister alors que les puissances publiques ne les accompagnent pas. C'est l'occasion de rendre hommage à
toutes celles et à tous ceux qui, de manière totalement ingénieuse, créent des musées inattendus. C'est le cas de quelqu'un qui a disparu au Sénégal il y a quelques mois, Joe Wakam, un personnage extraordinaire qui était un poète, qui était un dramaturge, un philosophe, et lui considérait que le mobilier urbain, les arbres, la faune, la flore, c'était le décorum idéal pour camper l'art. La nature, il a utilisé donc son jardin pour que des œuvres soient exposées à Dakar. Nous, notre problème, en fait, en Belgique, c'est pas tellement comment les petits musées survivent, c'est comment les grands musées survivent. Parce que je vous rappelle, chez nous, on n'a plus de ministère de la Culture unifié, on en a au moins 2 ou 4. On a des problèmes de financement réguliers pour les grands musées. Et donc, c'est les grands musées qui doivent trouver des idées pour attirer... Vous avez un musée Magritte, par exemple, qui n'est pas un très grand musée. Voilà, le musée Magritte. Et qui a un succès phénoménal, parce que les gens vont voir Magritte. Voilà, où il y a le musée qui est à côté du musée des Beaux-Arts, qui a dû faire un nouveau circuit des Art déco pour attirer les touristes et les Belges aussi, qui ne visitent plus non plus leur musée. Et alors, on a des initiatives. Alors, on n'a pas de musée de la chasse, on n'a pas l'équivalent, mais on a par exemple un petit musée d'art contemporain qui s'appelle le MIMA, qui est le long du canal et qui a inventé également des soirées de DJ avec des jeunes et qui fait des visites avec les écoles de Molenbeek pour les attirer vers le beau et vers la vie. Et vers l'aura sur le web. Le plus petit musée du monde est en France. Non. Si. Non. Ben là, on n'a pas les mêmes informations. Mais je vous donne Moi, il fait 20 mètres carrés, il est labellisé musée, et il se trouve en Lozère à Albarré-Sainte-Marie. Alors là, c'est quoi? C'est musée de Je quoi? vous explique Bon, donc, en tout cas, c'est celui qui est inscrit au Guinness Book. C'est un musée de quoi? C'est un musée qui recense tous les souvenirs et l'histoire de la ville, avec des vieilles parutions de journaux. Et si vous voulez savoir, connaître la liste de tous les musées, en tout cas en France, et ceux qui ont été cités ici, sur le site du ministère de la Culture, il y a un département qui s'appelle Muséophile, où sont répertoriés les 1315 exactement musées français, du plus petit au plus grand. Et donc, vous aurez la liste. En fait, ce qu'il y a, c'est complète. que vous avez dans cette histoire les grands musées, des musées de moindre importance, et puis les curiosités qui portent le nom musée, parce qu'il faut bien attirer le chaland, mais qui sont plutôt des trucs de gentils dingos. Qui ont été labellisés par l'État. Parce qu'il y a des musées totalement qui sont pas justes. Non, mais moi, je vais juste citer un exemple. On peut monter un musée du flipper aussi. Le problème, les petits musées, enfin, des musées. Alors moi, je vais vraiment parler d'un musée, le musée d'Aper, qui était un musée consacré à l'art africain. Il a disparu avec l'apparition, on ne va pas se mentir, du musée du Quai Branly. Voilà. Parce que voilà, il n'a pas pu lutter. Là, on a typiquement l'exemple d'un petit musée qui n'a pas pu lutter par rapport aux grands. Alors, je vais dire un dernier petit mot après les coups de cœur. Non, c'était par rapport, mais c'est plus, ça relève de l'anecdote, mais à part ça, enfin, à Cuy, au bord du lac Léman, il y a effectivement ce qu'on appelle un musée, parce qu'il est labellisé musée, il fait partie de la Société des musées suisses. C'est une espèce de bonbonne comme ça, de 75 cm de haut, avec 2 étages, qui fait des expositions temporaires, genre 2 ou 4 par année, dans lequel Art Ai Weiwei, par exemple, a exposé. Donc il y a plein d'artistes contemporains qui exposent des petits objets. Il y a vraiment un curateur, et c'est labellisé tel quel, ça fait 75 cm de haut, ça peut je sais pas, ça de diamètre. Et voilà, il y a Weiwei a exposé là-dedans, par exemple, et chaque trimestre, il y a de nouveaux exposants. Et officiellement, il est considéré comme le plus petit musée du monde. Là, je crois qu'il a gagné. Il a gagné. Catherine, coup de cœur. Coup de cœur, Natacha Canapé-Fontaine, c'est une jeune auteure, comédienne également, poétesse, inoue de Pessamit, c'est sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, autochtone, donc militante également, et elle vient de faire paraître son 4e recueil, elle n'a même pas 30 ans, 4e recueil de poésie, c'est magnifique, c'est un recueil, c'est un récit à 3 voix de femmes, grand-mère, mère et elle-même, la fille. Nous avançons sans mocassins, orteils ensanglantés, nous avançons nus pour le passage, nous avançons sans atteindre l'aurore. Ça s'appelle « Il tonnerre ». Michel. Mon coup de cœur cette semaine, c'est un livre que l'on doit à l'auteur suisse Laure Millon-Crozet, qui a écrit un bouquin qui s'intitule Le Beau Monde. C'est paru chez Albin Michel. L'histoire d'une jeune mariée qui décide finalement de ne pas se présenter à l'hôtel, qui plante ses invités et son futur marié. Les invités, du coup, de parler d'elle et de raconter. Enfin voilà, on assiste à un grand déballage comme ça, qui est très jouissif, c'est très drôle, c'est caustique, c'est décapant, c'est joliment enlevé, c'est bien écrit. C'est un véritable régal que de voir cette déconstruction de ce beau monde et de ces belles manières qui sont joliment racontées, joliment écrites dans ce livre de Laure Millon-Crozet, Le Beau Monde. Crozet, Le Beau Monde.
Je vais rester dans la thématique nature, en tout cas, avec L'Oiseleur. C'est le second album de Feu Chatterton, un groupe que j'aime énormément, un groupe parisien. Voilà, et donc on retrouve toute la poésie des textes d'Arthur, qui est aussi le chanteur, avec une voix extrêmement reconnaissable. C'est vraiment du rock sophistiqué. Ils sont dandys, un dandysme suranné que l'on retrouve aussi bien sur la pochette de l'album que dans leur titre. Vraiment, écoutez ce très bel album, L'Oiseleur. 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 Ah, L'Oiseleur. Articule mal. L'Oiseleur. Ah oui, c'est là, j'ai un boum, 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 boum. L'Oiseleur. Ah bon, mais... Un peu de subversion dans cette émission. Ah oui. Trop conservatrice. Je vais parler de jeunes déjantés. On parle de la Suisse, ils nous font des musées dans des bocaux, ils sont trop forts. Je voulais vous parler de ce collectif qu'on appelle le Secteur A, qui a enfanté Passy, Doc Gynéco, etc. Donc c'est leur 25e anniversaire et ils se retrouvent donc à l'Arena de Bercy le 22 mai prochain. C'est toute une génération. Moi, je ne suis pas super fan du hip-hop en général, surtout il y aura beaucoup de monde, hein, parce que c'est comme pour NTM. NTM a été un carton absolu. Absolument. Donc on leur souhaite bonne chance. Les Nègres Marrons seront là. Et c'est notre coup de cœur. Pascal Bourgault. Alors, mon coup de cœur s'appelle Angèle. C'est une petite chanteuse belge francophone dont vous allez entendre parler dans les prochaines années. C'est une enfant de la belle puisque c'est la sœur de Roméo Elvis, la fille du chanteur Marca et de la comédienne Laurence Bibot. Et elle a fait un clip et une chanson, Je veux tes yeux, qui est absolument magnifique. Je veux tes yeux. Moi, mon coup de cœur, c'est Art Palette. C'est une des dernières fonctionnalités du Google Art Project. Ouais. Et ça vous permet de rêver un petit peu grâce à l'intelligence artificielle. Vous rentrez quelques données, notamment les couleurs de votre salon, et on vous dit quels sont les plus beaux tableaux qui correspondraient à votre intérieur. Ça s'appelle comment? Art Palette. Ça s'appelle Art Palette. Et après, vous pleurez. Et après, vous pouvez les imprimer et puis les accrocher en... Voilà. Voilà, je termine par le livre dont on parle beaucoup de Jean-François Colossy. De temps en temps, il faut lire des livres un peu imposants et qui permettent de réfléchir. Ça s'appelle Aveuglement. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous vous souvenez qu'il y a des années, il y avait le livre de Samuel Huntington qui s'appelait finalement La guerre des civilisations. Alors, sur le moment, on a dit Huntington a raison. Puis après, évidemment, considérant que tout ça était quand même un livre qui était en train d'opposer l'islam à l'Occident, les gens, dans une base critique, ont commencé à dire tout ça est n'importe quoi, et que le Simon reprend exactement le même terme aujourd'hui dans le contexte que vous connaissez, et son point de vue est tout à fait nuancé. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'idée que cette guerre est une évidence, comme l'était Huntington, mais il n'est pas non plus dans l'idée que tout ça est complètement faux. Et c'est très intéressant, très étayé, c'est publié aux éditions du Cerf, donc de temps en temps, il faut réfléchir, et d'ailleurs nous essayons de le faire le plus souvent possible en nous amusant dans 300 millions de critiques. Figurez-vous que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Elle n'est pas bonne cette nouvelle? Ciao. Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer là-dessous. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en, mon cœur, mon cœur.